Que tu filmes avec ton smartphone ou un boîtier hybride, il y a des trucs qui te trompent pas. Des trucs qui malheureusement vont te desservir si tu les fais trop souvent. Alors accroche-toi, non seulement on va voir ensemble ces trucs qui donnent un rendu amateur à tes vidéos, mais surtout je vais te montrer comment les corriger. Alors quand je dis amateur, tu m'as compris, hein. Il y a des pros qui font de l'Adobe et des non-pros qui font des trucs de fou. Mais ça, c'est un autre débat. Mais commençons par un point super important, et c'est probablement le réglage le plus sous-coté en termes de conseils pour vidéastes. Alors qu'il est clairement essentiel, hein. Ce premier signe d'une vidéo amateur, c'est que tu ne fais jamais ta balance des blancs. Bon, en extérieur, le plus souvent, la balance des blancs auto, elle marche plutôt bien. Et d'ailleurs, si tu appliques une lutte de prévisualisation sur ton log, généralement, tu vois vite s'il y a un truc qui déconne. Rater une balance des blancs, ou qu'elle soit un peu à côté, ça arrive. C'est pas très grave. Aujourd'hui, avec les codecs récents, on peut récupérer ça sans trop de mal. Mais quand c'est un peu à côté. Et c'est vrai, on a cette chance aujourd'hui d'avoir des fichiers qui permettent de récupérer assez facilement un truc un peu loupé. Mais il y a des fois où ta balance auto, elle va être totalement dans les choux. Et là, c'est pas comme quand on fait des photos en RAW. Tu peux pas rattraper une balance des blancs qui serait vraiment trop ratée. Et c'est pas très compliqué de bien régler sa balance des blancs. Il y a des petits signes pour la régler sur ton boîtier, hein. Le petit nuage, c'est pour quand c'est nuageux. Le soleil, c'est pour quand t'es en plein soleil, etc., etc. Non, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir fait Sciences Po pour piger sur quel mode il faut se mettre en vrai. Bon, et puis il y a des fois où il faut y aller totalement à la mano parce que t'es en présence de lumière artificielle particulièrement chelou. Alors dans ces cas-là, il faut régler la température manuellement. Et il y a pas mal de solutions pour ça. Moi, il y a une solution que j'aime bien parce qu'elle va vite, c'est l'application Light Spectrum Pro. C'est pas une vidéo sponsor, t'as juste à sortir ton téléphone, tu checkes la température de lumière et bam, c'est bon, on n'en parle plus. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis parce que, comme je te disais, si c'est un peu à côté, on peut toujours corriger. Ah, et c'est pas parce que c'est un peu à côté qu'il faut pas toucher en post-prod, ok? On fait les choses bien, on a dit. Bon, parlons maintenant du deuxième signe qui ne trompe pas. Ce signe, c'est qu'il n'y a jamais de flou de mouvement dans tes vidéos. C'est subtil, certes, mais ça fait partie de ces détails qui font la différence. Bon, déjà, si tu fais cette erreur, c'est probablement que tu filmes tous tes plans à 120 fps et que tes vidéos sont 100% slow-mo et speed ramping. Alors, à une époque, ça passait, mais aujourd'hui, plus vraiment. Et il n'y a pas de mal à le faire quand on débute ou quand on sait pas trop où on va. En slow-mo, tout rend vachement mieux. On voit moins les défauts de stabilisation, par exemple, et surtout, on a plus de longueur de plan. Mais vous voulez faire mieux, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Alors pour corriger ça, l'important, on le rappellera jamais assez, c'est de shooter à 25 images par seconde avec un obturateur à 1/50e ou à 180 degrés si ta caméra propose de régler en degrés. Et évidemment, avec un filtre ND cité en extérieur. Et si tu filmes en log, il faut rester sur l'ISO natif de ta caméra. Parfois, il y en a même deux. Là, c'est la recette qui marche à tous les coups et que tu peux appliquer sans trop réfléchir. Quand tu fais du slow-mo, si vraiment tu sens que ça va apporter un truc à ta vidéo, tu peux monter ta vitesse d'obturation autant que tu veux et probablement te passer de filtre ND parce qu'en slow-mo, justement, on veut pas de flou de mouvement. Là, ça a du sens. T'as vu, c'est pas si compliqué que ça de régler sa caméra. Bon, une fois que t'as réglé les deux problèmes qu'on a vus ici, il faut s'attaquer à un truc un petit peu plus compliqué. Je veux parler de l'unité visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça tient à plusieurs choses, mais grosso modo, dans une vidéo, il doit y avoir un look général qui se dégage. Ce look, il doit être homogène. Et ça passe par le type de caméra que tu utilises et ton étalonnage également. Alors parfois on n'a pas le choix, on peut pas mettre son boîtier ni même son smartphone sur un drone, hein. On n'a pas forcément les moyens d'acheter non plus plusieurs fois la même caméra. Mais globalement, quand il y a des types d'images trop différents qui s'enchaînent, des images qui viennent de caméras différentes, ça a tendance à nous sortir de la vidéo. C'est pas pour rien que Red a créé la Komodo. C'était une demande claire de crash cam des réalisateurs pour éviter d'avoir à matcher des images de GoPro flinguées avec de la Arri Alexa ou de la Red Monstro. Bon pour vous c'est pareil. À peu près. Pour éviter d'avoir à matcher plein de sources de caméras différentes, il ne faut pas hésiter à filmer plusieurs fois la même chose sous différents angles avec une seule caméra. Il ne faut pas hésiter à refaire ou à faire rejouer à ton sujet les choses importantes pour avoir de la matière. C'est pas de la triche ça. Si ça vous permet d'avoir une variété de plans d'un même sujet, c'est même plutôt cool. Et puis si jamais vous êtes prêt à faire un craquage total pour vous acheter un très gros boîtier, demandez-vous si, pour le même prix, vous pouvez pas en avoir plutôt deux, un petit peu moins récent, un peu moins performant, parce que ça peut être vachement intéressant aussi, voire même plus intéressant que le super gros boîtier du moment. Moi j'ai toujours le même combo, j'ai deux boîtiers identiques, l'un avec un 35 mm et l'autre avec un 85.
Franchement, c'est un gros régal et ça me permet de maintenir une unité visuelle quel que soit le tournage. Au-delà de ça, avoir une homogénéité visuelle sur l'ensemble de votre travail, c'est aussi vachement important. Ça permet d'identifier facilement votre travail. Évidemment, votre patte, elle évoluera avec le temps, mais c'est important qu'on la retrouve sur l'ensemble de votre œuvre et pas avoir des styles archi différents d'une vidéo à l'autre. Ça se verra notamment au niveau de l'étalo. Sauf à avoir une intention narrative spécifique, on va essayer de garder les mêmes retouches sur tous les plans d'une même vidéo. Et ça justement, c'est un truc que tu peux facilement faire avec les plugins du sponsor de cette vidéo. Je veux bien sûr parler de Motion VFX. Moi par exemple, pour mon étalo, je vais d'abord mettre un calque. C'est en téléchargement gratuit chez eux. Et ensuite, je vais appliquer le plugin M-Film Look qui me permet d'appliquer une lutte de conversion, une lutte de look, du grain, du vignettage, des corrections, bref, tout le côté look de mes images, il se passe dans ce plugin. Ça m'évite de batailler avec 36 000 calques et réglages, et puis je peux sauvegarder mes presets, j'ai juste à appliquer le réglage tout près directement sur ma vidéo. En plus, Motion VFX a récemment sorti une solution qui s'appelle Cine Studio et qui propose un package de plus de 20 plugins totalement fous pour Final Cut Pro, dont un plugin de rotoscopie assisté par IA, un tracker de surface et ce fameux M-Film Look que je kiffe tant. En plus, c'est sur abonnement, donc vachement abordable, et surtout, il y a une version d'essai de 14 jours gratuite pour voir si ça vous convient. Véridique, vous le savez, Motion VFX, non seulement c'est un des partenaires de longue date de ma chaîne, mais ce sont surtout les seuls plugins que j'utilise parce que c'est fiable, ça marche, les mises à jour sont régulières, bref, il n'y a rien à dire. Et vous avez évidemment tous les liens en description. Franchement, allez jeter un œil et tester la version gratuite, vous serez certainement pas déçus. Bon, revenons à notre sujet, là on va parler d'un truc qui est quasiment le pire des défauts qu'il peut y avoir dans une vidéo. Il y a des fois où je me dis non, c'est pas la peine de rappeler ça François, tout le monde le sait déjà. Et puis je tombe sur des posts Insta sponsorisés par des vidéastes qui font de la pub pour leur activité, face cam, avec un écho, mais digne d'une grotte, un truc incroyable. Le son, bordel, c'est archi important. Si ça sature, c'est pas bon. S'il y a un énorme écho, c'est pas bon non plus. S'il y a du souffle dans tous les sens, c'est toujours pas bon. En fait, si ton son n'est pas bon, c'est obligé que la personne en face de toi doute de tes capacités à rendre un travail professionnel. Aujourd'hui, si tu veux être pris au sérieux et sortir un petit peu du lot, ça passe clairement par le son. Bon alors, comment on fait pour avoir un bon son? Déjà, on adapte le type de micro. Le micro canon, c'est bien, c'est polyvalent, mais un micro cravate, c'est quand même très pratique pour des interviews par exemple. Là où ton micro canon, il va prendre pas mal de son d'ambiance, ton micro-cravate, lui, il va se concentrer sur la voix. La question à se poser dans ce cas, c'est est-ce qu'on veut de l'ambiance ou pas? Bon, et si tu tiens ton micro-cravate dans la main sur les réseaux sociaux, ça veut juste dire que soit tu sais pas l'utiliser, soit que tu es à court d'idées pour attirer l'attention des gens. Bref, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pour le choix du micro, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est en fonction du résultat que tu veux. C'est juste important d'utiliser le bon matériel dans la bonne situation, voire même d'avoir des prises en sécurité avec un double enregistrement. Ce que je suis en train de faire ici par exemple. J'en ai un en interne dans le boîtier et un en externe dans un enregistreur type Zoom. Ou alors avec des micros de type DJI Mic qui proposent ça aussi en tout intégré. Bon, et puis un casque pour faire un check, ça mange pas de pain. Vérifier aussi le vumètre de ton boîtier, non plus. Si ça tape dans le rouge, c'est pas bon signe. Un autre problème qu'on peut rencontrer au niveau du son, c'est l'absence ou la surabondance de sound design. Dans les deux cas, c'est très beauf. Alors, il faut absolument pas négliger l'apport du sound design dans tes vidéos, mais attention, c'est pas pour faire déco. Et c'est certainement pas parce que t'en mets 3 tonnes que ça va te transformer en camcorder. Au contraire, en mettre trop, ça peut te sortir totalement de la vidéo. Donc pour résumer ce point, de bonnes prises voix, du sound design avec parcimonie et un mix qui laisse la place à ce qui est important, un mix cohérent. Ça, c'est la recette du bon son. Bon, et une fois que tu auras corrigé tout ça, il va rester un gros défaut à corriger. Et celui-là, c'est clairement celui qu'on voit le plus souvent. C'est principalement celui-là qui fera la différence entre un pro et un amateur. Ou du moins, entre une vidéo quelconque et une vidéo wow. Ce défaut qui t'empêche de passer à un niveau supérieur, c'est tout simplement quand tu ne racontes rien. Parfois, on regarde une vidéo et c'est beau. Techniquement, il n'y a aucune erreur. Et pourtant, on se fait chier. On trouve ça long. Parce que tu peux avoir les plans de drone les plus ouf du monde, la colo d'une grosse prod hollywoodienne, si tu racontes rien, qui est-ce que tu vas vraiment toucher? Un peu tout le monde, et ça peut être cool. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien ensuite, ta vidéo, on va l'oublier. Je sais bien qu'aujourd'hui, on est dans une ère de consommation rapide, de contenu jetable, et c'est tellement plus facile à créer. Tu sors ton téléphone, tu copies une trend, et hop, tu deviens une star pour la journée. Et avec un peu de chance, tu pourras recommencer une fois ou deux, et puis après, c'est l'après qui devient compliqué à gérer. Alors que si tu prends le temps,
Si le focus est mis sur l'histoire que tu racontes, et pas sur le personal branding ou sur une trend, bah les choses sont plus durables. Et plus saines aussi. Parce qu'il faut pas se leurrer, il y a peu de vidéos sur internet qui racontent vraiment quelque chose, et peu de gens qui ont des choses à raconter. Alors, ça tourne en boucle, et ça raconte toujours un petit peu les mêmes choses. Un peu plus vite, un peu moins bien, et on finit par perdre totalement le sens de départ de ce qu'on faisait. Mais en tout cas sur cette chaîne, on est là pour ça, apprendre à raconter de bonnes histoires. Et justement, ça tombe bien parce que si tu veux apprendre des astuces de storytelling, bah il y a cette vidéo qui devrait carrément te plaire. Je te retrouve juste là dans quelques secondes.